Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Cyriac Akomozog. Je suis l'auteur du congrès international FAN de Minzik. Alors, si j'interviens aujourd'hui, c'est pour essayer de recadrer la récente sortie de M. Paul Mbabesole qui remet en question le caractère international du congrès de Minzik. C'est son droit le plus absolu. Et ce qui m'a réellement poussé à prendre la parole, c'est d'abord la teneur de ses propos. D'entrée de jeu, lorsqu'il parle de sa vision à lui, du congrès Paouin, il dit que c'est ma boule de croire à ce genre de choses. Deuxièmement, il affirme certains universitaires qui ne lisent pas et qui écrivent n'importe quoi. Dois-je rappeler à M. Mbabesole qu'en tant que maître de conférence, pour passer des grades au CAMES, nous avons besoin de rédiger. Et pour rédiger, il faut lire. Alors, s'il pense que nous allons écrire des choses sans documenter, je pense que je ne suis pas ce genre d'universitaire. Je suis auteur de 18 ouvrages. Et parmi ces ouvrages, j'écris sur la communauté FAN et sur la diaspora africaine d'Amérique latine. Ça veut dire que je suis un fin lecteur. Alors, je ne sais pas sur quoi il se base pour dire les universitaires qui ne lisent pas avec un ton condescendant. Et c'est pour cela que je veux dire à M. Mbabesole que lorsqu'on est grand, après autant de postes qu'il a occupés dans notre pays, et d'ailleurs c'est une référence pour certaines personnes, est-ce qu'il avait besoin d'injures pour affirmer son désaccord face à mon ouvrage qu'il n'a pas lu? Ce qui est bien dommage, parce que lorsqu'on est intellectuel, on répond à un ouvrage par un autre. Malheureusement, il s'est aventuré à juger sans aller au texte, ce qui m'a paru vraiment pathétique. Parce que lorsqu'on est intellectuel, surtout pour quelqu'un de sa trempe, qui est à la retraite, je pense que la meilleure retraite consisterait à aller toujours en quête de vérité afin de léguer un patrimoine noble aux générations futures. Parce que pour ceux qui le prennent pour un modèle, et après une telle sortie injurieuse, je pense qu'il a un peu écorné son image. C'est pour cela que j'ai décidé un peu de le recadrer par rapport à ma connaissance du congrès de Minzik, que je n'appellerai pas congrès Paouin, parce que congrès Paouin, c'est tout autre chose. Moi, je l'appelle congrès international de Minzik, et je vais le lui prouver. Deuxième remarque, je voudrais demander à M. Mbabesole si un autre Gabonais peut avoir un point de vue différent que le sien. Parce que, à l'entendre parler, c'est un donneur de leçons. C'est un savant, il sait tout. Les autres ne savent rien. Il est le seul à maîtriser l'histoire du Gabon et toute personne d'autre ne peut rien lui apporter. C'est une attitude un peu arrogante et c'est une attitude aussi qui me paraît, je l'ai dit tout à l'heure, condescendante. Et j'ai un terme que j'aime utiliser, un adjectif, qui est gabonicide, c'est-à-dire cette attitude gabonicide qui consiste à faire toujours en sorte que les Gabonais qui veulent penser différemment des autres, il faut tout de suite les détruire. Quand un Gabonais émet un projet et lorsqu'il commence à prospérer, il est directement détruit par d'autres Gabonais. Ce comportement gabonicide fait en sorte que lorsque M. Mbabesole entend rien qu'au Congrès international, il a adopté bien évidemment une réaction gaboniste, il fallait détruire l'ouvrage. Ce qui est dommage, parce que l'histoire des peuples et des sociétés n'est pas statique, elle est dynamique. Autre chose,
Nous sommes, nous sommes un peuple sérieux, un peuple qui se retrouve dans près de 4 pays au niveau d'Afrique. Et alors, lorsqu'on parle du congrès que je nomme congrès international, c'est quelque chose de sérieux. Je sais de quoi je parle. Pourquoi? Je suis originaire de Midi. J'ai été bercé par cette histoire. Mes parents, très jeunes, me l'ont relaté. Ma tante Zessingon Radegonte, qui avait abrité, je répète, qui avait abrité une délégation de 7 personnes qui venaient de Guinée équatoriale. J'allais affectionner le lieu de la rencontre des femmes du Wellington et ceux d'Afrique centrale. Nikomina, qui fut mon grand-père, de la tribu et 6 sont comme ma grand-mère. C'est lui qui me disait, j'étais petit, mon fils, il me disait, ah oui, mon fils, quand tu seras grand, il faut restituer la dignité du peuple fan, parce que apparemment, personne ne reconnaît Feksolé, personne ne visite Feksolé, personne ne cherche à savoir d'où vient le nom Feksolé, alors que Feksolé recèle les secrets du peuple fan, issu du Congrès international fan de Midi de 1947. D'ailleurs, Feksolé veut dire stratégie cachée. Fek, stratégie. Solé à seul, caché, stratégie cachée. Alors, lorsque j'ai été bercé, j'ai eu la mission de relater le congrès à l'aune des populations autochtones. Je pense que ça a été un devoir de le faire. Alors, pour terminer, je voudrais dire à M. Mbabese que quand on est grand, il faut savoir raison garder. Avant de faire des affirmations péremptoires, il faut d'abord vérifier. Il faut d'abord bouquiner. Il faut d'abord chercher. Et là, il faut être humble. C'est l'humilité qui nous pousse à aller chercher et poser des questions pour éclairer sa lanterne. Alors, au regard de toutes toutes les réactions que j'ai reçues après sa sortie, j'ai préféré lui répondre par cette vidéo et je lui demandais de retirer ses propos, baboules, des universitaires qui ne lisent pas et qui écrivent n'importe quoi. Je ne suis pas de ceux-là. Il ne me connaît pas. Je l'ai lu aux sources de la culture, enfin, je l'ai lu. Quand bien même je sais qu'il y a des choses à revoir dans cet ouvrage. Je n'ai pas eu besoin de les jurer parce que ça ne fait pas déjà partie de mon éducation. J'ai vu comprendre l'envers à travers le récit de Zormouzi. Je l'ai lu. Il y a pourtant des choses à redire là-dessus. Mais c'est sa version. Il a dit ce qu'il pouvait. Et si moi je voudrais compléter, je pars de lui et je réponds par un autre ouvrage. C'est ça le comportement des scientifiques. Et je l'invite à adopter cette attitude d'humilité au lieu de l'arrogance. Alors, pour revenir sur le congrès, sur le débat, je voudrais d'abord souligner qu'il y a 2 types d'intellectuels africains. Ceux qui relatent l'histoire écrite par les colonisateurs et annulent leur vérité historique pour se faire voir. Ceux-là qui cherchent la validation des Occidentaux pour exister. Parce que pour eux, lorsqu'un occidental a écrit un ouvrage, c'est pris pour parole d'évangile. Et lorsqu'un Africain propose une vision africaine de l'histoire africaine, certains intellectuels le combattent parce qu'ils estiment que le panafricanisme, c'est un frein au développement, c'est leur droit. Et je veux dire que M. Mbabese fait partie de ces intellectuels qui boivent les versions historiques de nos peuples et de nos sociétés. Parce que s'il avait lu mon ouvrage, il ne parlerait pas de la sorte. Moi, je suis un intellectuel engagé, panafricaniste,
j'ai écrit une histoire vue par les populations de musique et d'ailleurs, parce que c'était ma mission. Donc, mon ouvrage relate une version panafricaniste de l'histoire du Congrès international alors que M. Paul Mbabesson relate l'histoire de ces papiers volants, qui est la version coloniale du Congrès. Déjà, pour parler de cet ouvrage, de ces papiers volants, ce n'est pas un ouvrage, ce sont des feuilles volantes. Pourquoi je le dis? Il y a un, il fait 7 pages. Et à la fin, vous allez voir, il n'y a pas de bibliographie. Il n'y a rien. Il n'y a pas de bibliographie. Le texte fini, là, voici la 7e page. Il n'y a rien. Pas de témoignage. Pas de bibliographie. Et vous regardez même la page. Il n'y a pas d'auteur. Voici la référence de M. Mbabesson, Congrès du Paouin. Et cela me permet de rebondir même sur la terminologie Paouin. Quand on est un intellectuel aguerri, avant de venir défendre un point de vue, il faut déjà partir de la terminologie. Quand il dit Congrès Paouin, combien de femmes se reconnaissent être des Paouins au Gabon? Qui s'identifie, quelle femme s'identifie à travers cet adjectif Paouin? Je ne pense pas. Je ne sais pas si lui-même, si vous-même, M. Mbabesson, vous prenez pour un Paouin. Donc, lorsque vous voyez un titre pareil, ça veut dire que ça émane de la colonisation, de l'époque coloniale. Et donc, le contenu de cet ouvrage, de ces papiers volants, de ces 7 papiers, ces feuilles, ne devrait pas susciter de débat. Parce que sous d'autres cieux, les gens n'en parleraient même pas. Parce que c'est un chiffon. C'est un chiffon. Il n'a pas d'auteur, il n'a pas de source. Donc ce n'est pas un document historique. Ce n'est pas un document scientifique. En plus, par respect du peuple franc, le peuple étant, après un tel congrès, donc le compte rendu qu'on défend et qu'on va léguer aux générations futures, ce sont ces feuilles volantes, 7 pages. Je pense qu'il faut être sérieux. Et lui d'affirmer, ils ne lisent pas. 7 pages que on ne peut pas, même les gamins, mes enfants le lisent, l'ont déjà lu, je l'ai depuis 20 ans, c'est mon père qui me l'avait lu. Parce que j'avais la mission, la noble mission d'immortaliser leur histoire. Voici ce document-là qui défend la version coloniale du Congrès des musiques, à partir même du titre, qui est péjoratif, Paouin. C'est un adjectif dépréciatif qui réduit le peuple franc à quelque chose de négatif. Alors, moi, je ne suis pas de ceux-là qui s'identifient par le terme Paouin. Voici déjà la présentation et la vision coloniale du Congrès des musiques. Alors, moi, voici mon ouvrage, Congrès international fin des musiques. Vous irez à la fin, vous verrez une bibliographie bien fournie. Voici la bibliographie des ouvrages des Occidentaux, des Africains. Vous avez là des témoignages. J'ai pas écrit n'importe quoi. Voici les notables qui ont inspiré l'écriture de cet ouvrage, les entretiens. Et enfin, vous avez ce qu'on appelle les sources électroniques. Donc, il y a 3 types de sources dans cet ouvrage. Les sources orales, la bibliographie et les sources électroniques. Et ce qui confère ce livre son caractère historique, c'est un livre d'histoire. Parce que ce qui fait un document historique, c'est à partir de ces sources. Et on les retrouve là. Et pour terminer, c'est un ouvrage de 150 pages. C'est ça le sérieux. Quand on est équin, quand on est franc, et qu'on se respecte, et qu'on respecte sa communauté, et qu'on ne le rabaisse pas.
C'est un peuple noble. Et c'est pour cela que, lorsque j'ai appris la sortie de M. Mbabesson, j'ai été outré. J'ai été vraiment abasourdi de me rendre compte qu'un homme de cet âge va réduire l'histoire de tout un peuple à 7 feuilles, à 7 papiers. Tandis qu'un digne fils et qu'enfant que je suis, j'y ai consacré 150 pages avec des sources de 3 types. Voilà. Voici planter le décor. Alors maintenant, pour rentrer dans le vif du sujet, il y a donc matière à dissocier ce qu'il appelle congrès Paouin et le congrès international FAN. C'est quoi le contexte historique? Évidemment, c'est le général Félix Éboué en 1944 qui convoque toutes les communautés de l'AEF pour une restructuration interne. Il fallait maîtriser les peuples et avoir leur point de vue par rapport à leur gestion, par rapport à leurs desiderata. Et lorsqu'on arrive à 1947, le Gabon a déjà un élu à l'Assemblée nationale française, 1947. Et tous les territoires d'Afrique centrale francophones avaient déjà des élus à l'Assemblée nationale française. La Guinée équatoriale s'appelait Guinée espagnole. Donc, chaque territoire était déjà bien implanté. Mais les FAN du Wollentem avaient un problème. Lequel? Et ça, je vais le révéler tout de suite. Lorsque la nouvelle arrive en pays FAN, que l'administration coloniale veut regrouper tous les FAN du Gabon en vue de parler de leur organisation, qu'est-ce qui s'est passé? 2 chefs de canton du Wollentem, Ondomba de Midi et Ndamendama de Dodem, prennent l'initiative d'inviter discrètement leurs frères de Guinée équatoriale, du Cameroun et du Congo-Brazzaville. Pourquoi? Pour 2 raisons. La première raison, depuis 1925, les FAN du Cameroun, les Bétis du Cameroun, avaient déjà créé un mouvement qu'on appelait Elatayom, en FAN du Gabon, Elarayom, et d'autres l'appellent Elarmoyom. Et ce mouvement est né en 1925. Il consistait à fédérer tous les peuples et camps d'Afrique en vue de parler d'une seule voix et de traiter eux-mêmes leurs problèmes et afin de s'autodéterminer. Et ce mouvement avait été violemment combattu par l'administration coloniale au Cameroun. Alors, lorsque Ondomba et Ngemendaman prennent l'initiative d'inviter leurs frères, c'était une occasion de remettre sur pied le congrès et le mouvement Elarayom, profitant de ce congrès organisé par l'administration coloniale. Voici la première raison qui a fait en sorte qu'on retrouve les Camerounais, les Équato-Guinéens et les Congolais améliorés. La deuxième raison, elle était plutôt stratégique. Les Français savaient qu'il ne fallait pas faire confiance aux Blancs. Parce que les femmes avaient tellement subi quand ils arrivent au Gabon. Et en Afrique centrale, ils avaient subi. Et donc, l'appel de rencontrer tous les femmes, stratégiquement pour un peuple éveillé, un peuple guerrier, hérétique, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les devants. Ils ont dit, on ne sait jamais, il peut y avoir des débordements. Pourquoi pas une guerre? Et si guerre il y a, est-ce qu'on est mieux préparé? S'ils sont nombreux, est-ce qu'on peut contre-attaquer? Donc quand ils demandent à leurs frères de venir, c'était pour non seulement assurer leurs arrières et protéger les populations, les femmes, les enfants. Voici les 2 raisons qui ont fait en sorte que Ondomba, chef de canton de Midi, et Ngemendaman invitent leurs frères pour assister à ce congrès. Évidemment, ce n'était pas l'émanation de l'administration coloniale. Là, on est d'accord. Voilà pourquoi j'ai dit, M. Mbabesson n'a pas de nom. Alors, qu'est-ce qui se passe alors concrètement à Mindik? Dès le 26 février 1947, ce congrès se tient au camp militaire, sécurisé. Il y avait pris part les membres représentatifs du territoire du Gabon, les évolués, c'est-à-dire
ces petits fans évolués, un peu lettrés de l'époque, qui voulaient un peu paraître supérieurs aux autres parce qu'ils avaient un peu appris. Il y avait les chefs de canton et les chefs d'État. Alors, ils se réunissaient au camp militaire en matinée et concomitamment à Fexolé, qui est la base de mon ouvrage. À Fexolé, il y avait une autre rencontre. C'est-à-dire, lorsque l'administration coloniale terminait des rencontres diurnes au camp militaire, dans l'après-midi, les évolués venaient rendre compte aux populations affectionnées. Et c'est comme ça que ces populations-là, ces femmes, venues d'ailleurs issues du Wellington, réexaminaient tous les points inscrits à l'ordre du jour et trouvaient une position. Ça s'est passé du 26 au 28. Alors, M. Mbaba se le dit, et c'est justement ce point-là que je vais éclairer, qui m'a vraiment démontré qu'il ne connaissait pas l'histoire du congrès de Minsk. Il ne connaît pas l'histoire. Parce qu'il dit dans la vidéo, non, finalement, lorsque l'administration coloniale avait et les balandiers, finalement, lui avaient demandé d'annuler ça. Et c'est comme ça que ce congrès-là ne s'est pas étendu à d'autres peuples, dans d'autres provinces. Et moi, je voudrais demander à M. Mbaba, qu'est-ce que les colons avaient lu au point d'annuler les autres congrès dans d'autres provinces du Gabon? Puisqu'il disait, bon, après les Fans, il devait y avoir des Bapoulous, des Michog, chacun devait donner son point de vue afin de trouver une vision commune de la gestion du Gabon et de la cité. C'est ce que M. Mbaba nous a dit. Alors, finalement, lorsqu'on regarde ces chiffons-là, ces 7 papiers, qui ne disent rien, qui étaient ramassés des jonctions, je voudrais même lire ici quelques points pour montrer que ce n'était pas un document en faveur des femmes, c'était plutôt un ramassis d'injonctions. Je lirai un peu la page 6, juste 2 points. À la page 6, ils disent que ces sanctions visent limitativement les cas suivants: manquement aux prescriptions d'hygiène, défaut d'assister au recensement, aux vaccinations, aux visites médicales, refus de faire des plantations vivrières. Il y a une série d'injonctions qu'on devait appliquer aux Fanki, qu'on ne respectait pas. Cela était purement maqué. C'est ça ce compte rendu, c'est ce qui a fait en sorte que les Français puissent annuler la tenue des autres congrès dans d'autres provinces. Ce n'était pas ça, M. Mbaba, vous ne connaissez pas l'histoire. Je vous donne la vraie raison. Qu'est-ce qui se passe au soir du 28 février, le dernier jour du congrès? Un notable de Minsk, dont je tairai le nom parce que ces enfants sont encore là et je ne vais pas heurter et créer un autre problème. Un notable de Minsk, au soir du 28, le dernier jour du congrès, s'en alla avertir au camp militaire que, est-ce que vous savez que lorsque nous tenons nos réunions la journée, il y a d'autres conciliabules qui ont lieu dans un village qu'on appelle Fexolé. Et alors, on se demande si tout ce qu'on est en train de dire ici au camp militaire verra le jour, parce que à Fexolé, il y a une autre rencontre et parmi ces personnes, il y a des Fanki qui sont venus de l'étranger. Et ça a choqué les Occidentaux, ça a choqué l'administration coloniale. Ils se sont sentis trahis par les Fangs, parce qu'ils ne savaient pas que les Fangs pouvaient amener les gens d'ailleurs. Ils avaient tout de suite vu une insécurité durant la tenue de ces congrès. Et c'est pour cela que la trahison, enfin, selon l'administration coloniale, va être impardonnable. Et c'est à l'issue de cela que les colons prendront la décision de ne plus jamais convoquer des touriens, parce que ce que les femmes viennent de faire en invitant d'autres femmes à venir à infiltrer Minsk et le congrès de Fexolé, mais on ne sait pas ce que d'autres peuples feront ailleurs. Donc, prenant peur pour leur vie, ils ont été obligés d'annuler la tenue des autres congrès. Voici, M. Mbaba, la vraie raison. Vous dites non, ils ont lu quoi?
lorsque l'administration a lu quoi? Voici une méconnaissance de l'histoire. Il fallait être humble. Je viens de révéler quelque chose qui n'était même pas dans mon livre. Mais j'ai dû faire des recherches. Voilà. Pour terminer, M. Mbabesole dit que le Congrès n'était pas international. Je viens de le prouver déjà, l'existence des peuples venus d'autres territoires, même si pendant l'AEF, le territoire n'était pas encore souverain. Mais toutefois, dès lors que chaque territoire avait déjà un élu à l'Assemblée nationale française, on pouvait déjà se rendre compte entre griffes de l'autonomie de chaque territoire, même si c'était dans l'Afrique équatoriale française. Alors, deuxième argument pour parler de l'internationalisation, là je vais interroger les sources. Et pour interroger les sources, j'invite d'abord M. Mbabesole à regarder cet ouvrage. C'est un ouvrage qui a été rédigé par un équato-guinéen qu'on appelle Julian Biban Oye. Et il a publié en 1995, bien avant la sortie de mon ouvrage. Je lis juste une phrase à la page 17. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit « El Arayon est le mouvement de protestation contre l'occupation européenne créé au Cameroun vers les années 1925. Ce mouvement voulait ériger une nation femme. Et ce projet a vu le jour en 1947 lors de la tenue du congrès femme. » C'est Biban Oye qui le dit. Ce n'est pas moi, c'est un équato-guinéen qui écrit. Deuxième preuve, le savant Grégoire Biyoro, dans son encyclopédie d'Invet. Qu'est-ce que le savant Grégoire Biyoro dit à la page 83? Je vais lire très rapidement. Le mouvement est daté, c'est-à-dire El Arayon, le mouvement est daté autour de 1920-1924. Son extension géographique est colossale, qui couvre le Cameroun méridional, le Congo, la Guinée, le Gabon. De ce point de vue, il s'est agi d'une résistance organisée d'un mouvement politique visant le fédéralisme pour résister aux agressions du système colonial. On sait que El Arayon est dans ce contexte-là où le congrès de Berlin de 1885 stipule la dislocation de l'unité et de la puissance des groupes ethniques d'Afrique et le partage du continent par les États euro-américains. On sait que les fins de ce système étaient l'annexion des Africains par la destruction de la puissance de leur structure ethnique. Or, s'agissant des fins anciens, El Arayon va apparaître de bonne heure comme une fédération capable d'opposer aux colons ses propres institutions, son point de vue et de négocier en toute responsabilité. Voici ce que le savant Grégoire Biyoro dit. Il continue jusqu'à la page 24. Je ne pourrais pas lire la suite, mais pour dire que le savant reconnaît le mouvement El Arayon et la présence d'une fédération au bout du compte dans ce projet. Et pour terminer, 2005, Pierre-Alexandre et Jacques Binet, deux Français, dans le groupe dit Betty, qu'est-ce qu'ils disent à la page 4? Je vous lis juste, c'est une phrase. Ils disent « C'est ainsi que le congrès de Minzik de 1947, réunissant des femmes, des Boulous, des Ntoumou, des Mvaï et des Fons, prit le nom de congrès Paouin. Ntoumou, Boulou, Mvaï et Fons, refusant à être englobés dans l'appellation femme. » Ce n'est pas moi qui écris. Alors, M. Mbabesole, d'où venaient ces boules? Puisque vous parlez, non, il n'était pas question. Oui, ça c'est dans la théorie. Voilà pourquoi je vous ai dit, vous ne connaissez pas l'histoire du congrès de musique tenu affectionné. Vous n'avez jamais lu mon livre. Voici les Français qui attestent qu'il y avait des boules, il y avait des fonds. Venus du Cameroun, l'Invin. Vous avez un équato-guinéen qui a montré les prémices de ce mouvement. Et je vais terminer en vous lisant, toujours pour affirmer l'internationalisation du projet. Voici un équato-guinéen qui a préfacé. Eugenio Nkorondo, professeur agrégé, il vit à Léon en Espagne. Qu'est-ce qu'il dit dans la préface? C'est lui qui a préfacé cet ouvrage, un équato-guinéen. Il dit à la page 15,
En s'appuyant sur toutes ces bases, le congrès de Minsk était un véritable projet international dont le but était la création d'un État, d'un grand État fan qui avait fait de Minsk sa capitale, siège de l'UNIFAN et la Rayon, Union du peuple, un mouvement qui, même s'il est né au Cameroun en 1925, comme les ouvrages le stipulent, mais c'est un idéal qui devrait assumer l'union des peuples et d'universaliser leur point de vue. C'est Julian qui a préfacé ce livre, Eugenio Oncorondo, ce n'est pas moi qui parle. Donc, M. Babessol, lorsque j'ai écrit Congrès international FAN, je me suis basé sur ces sources-là. Pas le congrès tenu la journée au camp militaire entre Blancs et leur sujet des évolués. J'ai parlé de mon peuple. Le congrès tenu par les FAN à Fexolé. Et aujourd'hui, Fexolé devrait être le pèlerinage de tous les écans d'Afrique centrale. Parce que Fexolé recèle beaucoup de secrets. Minzik en a souffert. Parce qu'on disait, mais pourquoi les gens de Minzik sont violents? Parce que nous avions une responsabilité morale de protéger les secrets sortis du congrès tenu à Fexolé, convoqués par deux chefs de canton, profitant de l'officialisation de la convocation de l'administration coloniale. Eux, ils ont profité de cette occasion pour créer eux-mêmes un autre colloque. Et c'est celui dont je parle ici. Alors, lorsque les Minzikois se battent pour immortaliser l'histoire de tout un peuple sous-régional, au travers d'un ouvrage de 150 pages, M. Babessol, vous dites, non, il n'était pas international. Voici les sources qui le prouvent. Alors finalement, de vous à moi, qui lit? Soit vous lisez de façon sélective ce qui vous intéresse, mais vous ne lisez pas pour connaître, vous n'avez pas lu pour connaître les dossiers du congrès de Minsk. C'est ce que j'ai fait. Je suis passionné de mon histoire. Je suis un panafricaniste. J'ai écrit l'histoire du congrès international à l'aune des populations autochtones parce que je suis un écant et fier. Et pour conclure, je persiste et je signe que le congrès tenu à Fexolé était un congrès international. Merci beaucoup.